Vous vous connectez, faites-nous signe dans le chat, pour nous rassurer, nous dire si tout fonctionne bien. Je vois un premier bonjour. Bonjour Mélissa, bonjour Caroline, bonjour Thomas, bonjour Clélia. Bon, voilà, on a des gens qui se connectent. C'est qu'a priori tout fonctionne. Je suis super ravie de vous retrouver. Ça y est, ça annonce officiellement la rentrée, hein. C'est le premier webinaire, du mois de septembre. On commence, voilà, on n'a pas le temps. On est le 5, ça y est, on s'y met, on est dans le bain, c'est parti. Ravie de vous retrouver tous et toutes pour un sujet qui, j'espère, vous passionnera, parce qu'on est aujourd'hui aux côtés, de Norman qui, lui, en tout cas, est passionné par ce sujet et qui va, vous transmettre, tous ces bons tips pour gérer les équipes à l'international parce que, c'est le constat aujourd'hui. On parle beaucoup, de télétravail, de remote et aussi, de dimension internationale. Mais finalement, quand est-ce qu'on dit aux RH comment s'y prendre? C'est tout un sujet et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, à travers ce webinaire. Hem, Déjà pour se lancer, Norman, est-ce que tu veux bien, voilà, en quelques mots, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais de beau, qu'est-ce que vous faites chez Deal? Histoire qu'on comprenne un petit peu le contexte Ouais, de ce webinaire. Dis-nous complètement. tout. Bonjour à tous. Donc effectivement, merci déjà Anaïs de nous inviter à ce webinaire. Donc pour me présenter rapidement, je gère l'équipe, de sales en France, chez Deal depuis 4 ans. Hem, Aujourd'hui, Deal, c'est pour rapidement, rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on fait nous chez Deal. On est aujourd'hui, 4 000 collaborateurs, 4 000, employés, en France, mais surtout dans le monde entier, dans 180 pays dans le monde. Donc tous en remote, tous en télétravail. C'est pour ça effectivement que c'est un sujet, qui me passionne et avec qui on échange, au quotidien avec nos 30 000 clients, dont à peu près 1 000 clients en France, en majorité des startups, mais on a aussi des grandes entreprises. Et effectivement, pour expliquer rapidement ce que Deal fait, on va proposer une suite, globale RH qui va pouvoir, accompagner nos clients dans l'appel international, que ça soit des freelances ou des employés, la réglementation et la conformité dans tous les pays. Lorsque vous souhaitez, lancer un pays et vous développer à l'international, comment, s'assurer que la réglementation est mise en place et que vous êtes conforme, pour s'assurer une pérennité dans votre développement à l'international. Mais aussi gérer un peu l'opérationnel, l'onboarding et le suivi au quotidien des collaborateurs en fonction du type de contrat, mais aussi des pays dans lesquels ils sont situés. Et c'est finalement, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Complètement, complètement. Ça tombe bien, ça spoil un petit peu, mais c'est exactement ça, puisqu'aujourd'hui l'idée c'est d'aborder à la fois l'aspect, communication, organisation, tous les défis, dans la gestion d'une équipe à l'international, même d'un point de vue, culturel, d'onboarding, tu l'as cité, et puis tout l'aspect un peu plus, conformité légale, la gestion des coûts parce que, bah, oui, on n'y pense pas forcément, on pense international, on pense, destination de rêve ou que sais-je, mais Ça il peut y a l'être, aussi plein de ça peut l'être, mais il y a aussi des aspects qu'il ne faut pas négliger et qui sont importants. complètement. On est là pour, à peu près 3/4 d'heure ensemble, maximum 1 heure, on peut pousser jusqu'à 1 heure selon comment ça se passe. Comme à chaque fois, je vous le dis, alors peut-être qu'il y a des nouvelles personnes dans l'audience, mais je le redis du coup, ce webinaire, il est à vous, donc je vous invite à réagir, à rebondir, à poser vos questions. Moi, je me ferai, le relais de vos questions auprès de Norman et puis on gardera un temps d'échange de toute façon à la toute fin, si jamais vous avez encore, des questions. Et puis, bah, c'est un peu les grandes lignes qu'on a annoncées là, avec Norman, mais sachez qu'à la fin, on reviendra peut-être un peu sur, quelques outils pour faciliter la communication. Norman, tu nous en partageras un petit peu au fil de l'eau Avec aussi, je plaisir. pense, j'imagine? Ouais. Ouais, ça marche. Super. Du coup, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? On y va? On se lance Allez, là? c'est On parti. plonge ou pas? Allez, c'est parti. Déjà, avant même d'aborder ce premier sujet, moi, j'aimerais bien poser la question à l'audience, histoire de vous réveiller un petit peu et puis de voir, aussi de prendre la température, sur votre rapport, à ce sujet. Moi, j'aimerais bien vous demander, selon vous, c'est pas une question piège, hein, mais selon vous, quelles sont les plus grosses difficultés, pour maintenir la communication quand on gère une équipe, dispersée à l'international, une ou des équipes? Selon vous, voilà, c'est quoi la plus grosse difficulté quand on est amené, en tant que RH, à gérer ça? Alors je vois Clélia qui répond tout de suite du tac au tac, des différences culturelles. Je sais pas si ça te parle Norman? Je suppose que Oui, oui, complètement, ouais. ça semble évident.
Les discussions informelles aussi, nous dit Thomas. Ça, c'est intéressant ça. Sortir du formel et comment on maintient la communication sur mais oui, parce que c'est pas comme au bureau quand on se retrouve à la ma autour de la machine à café, tu sais, le truc typique, on a des petites discussions informelles, elles se passent où alors quand on est à distance comme ça? Les fuseaux horaires aussi, Céline? C'est exactement les points qu'on a mis en place, enfin qu'on a soulevés effectivement. Encore une fois, on a évolué chez Deal en remote depuis le début, depuis 2019 et évidemment avec le Covid, le business a explosé et on a dû recruter, dans beaucoup de pays dans le monde avec des différences culturelles, des différences, réglementaires, des fuseaux horaires différents. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, suivent ce modèle remote. Je pense qu'il y a certains sujets, à relever, des difficultés qui doivent, être rapidement, vues. Clairement, les fuseaux horaires. Je pense qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on peut mettre en place, Slack, l'enregistrement des calls que vous pouvez avoir avec des clients, si c'est des sales ou, tout simplement entre vous sur des sujets importants, il faut les enregistrer. Il faut prioriser le travail asynchrone. Et en Mmh. fait, laisser un peu de flexibilité. Si l'employé n'est pas levé parce qu'il est situé aux États-Unis, par exemple, aucun problème, il va pouvoir ensuite visualiser les échanges qu'il y a eu sur Slack ou un outil identique à Slack et pouvoir revoir les enregistrements vidéo et potentiellement échanger directement sur le call. Nous, on le fait au quotidien et ça fonctionne à merveille. Pour certains postes un peu plus techniques, il peut aussi y avoir des outils de gestion de projet qui vont permettre de suivre un peu l'avancement des tâches en temps réel sans avoir à échanger et à perdre du temps à effectivement à signaler là où on en est sur le projet. Donc il y a beaucoup d'outils. Certains peuvent être gratuits, surtout si on est une jeune entreprise, et ensuite le développer Mmh. le prendre des versions payantes si on se rend compte que c'est vraiment une pierre angulaire de la façon dont on travaille. Donc vraiment la différence des fuseaux horaires. Ensuite, bah, clairement l'isolement, des membres de l'équipe, hein. Je pense que si possible, si c'est possible d'un côté budget, on peut organiser des rencontres, biannuelles, ou annuelles au même endroit en physique. C'est facile si c'est des équipes qui Ouais. sont par exemple en Europe, un peu plus compliqué si c'est vraiment à l'international. Pour être totalement franc, nous on ne l'a pas fait chez Deal pendant 2 ans, et ça a quand même fonctionné et aujourd'hui on en fait de façon, géographique. Donc les personnes aux États-Unis vont pouvoir avoir un endroit où se rassembler une fois par an, les personnes en Europe et les personnes en région, APAC. Mmh. Ça reste, Hem, sur chaque continent, du coup? Exactement, pour des Ouais. questions évidemment de coût. Mais en tout cas, c'est possible. Il faut aussi, je pense OK. que, comme le disait effectivement, Sarah, l'isolement, le sentiment d'appartenance, en fait, je pense qu'il faut aussi, lorsqu'on a des échanges, avec, nos équipes en tant que manager, par exemple, il ne faut pas uniquement se focaliser sur le business ou le projet en cours, mais il faut aussi Mmh. avoir des conversations un peu plus légères, même virtuelles, hein, en one on one, pour s'assurer en fait de leur bien-être, de leur engagement, de comment ils se sentent au quotidien. Est-ce que cette personne, ressent le travail en remote de façon, positive ou est-ce que ça peut être un problème pour cette personne-là? Et ensuite, Mmh. trouver des solutions pour s'adapter, potentiellement lui donner un accès à WeWork ou un coworking, pour qu'elle puisse échanger avec des personnes qui ont potentiellement le même job title, même si c'est Mmh. pas dans la même entreprise. Il faut Ouais, c'est une aussi, je bonne pense, alternative ça. complètement, pour éviter de rester, dans sa cuisine toute la journée. Mmh. Hem, c'est important. Mmh. Il faut aussi encourager les échanges réguliers entre les membres de l'équipe, sans en Mmh. fait avoir le manager qui joint le call. Donc qui peuvent être ça c'est des conversations qui peuvent être un peu plus légères, un peu plus rigolotes, et qui puissent échanger, librement et créer du lien entre eux. Très bien Je veux et je veux parmi les préciser points vas-y, vas-y, non, vas-y. pardon. Non, je voulais préciser, Anaïs, qu'il y a beaucoup d'entreprises, même des petites entreprises qui travaillent à l'international, qui ont recruté des freelances ou des Ouais. employés en remote et ça fonctionne à merveille, hein. Les employés, ils peuvent en fait, sans avoir le côté machine à café et l'échange, sur place, ils vont pouvoir en fait trouver l'avantage du travail en remote grâce en Mmh. fait à la flexibilité et en fait à Mmh. l'équilibre vie familiale pro que l'entreprise va leur permettre grâce au travail en remote et en fait, c'est ça qui vont les engager dans l'entreprise. C'est pas spécialement les échanges au quotidien qu'ils peuvent avoir, en Mmh. physique. Oui et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le choix souvent du remote, c'est pour gagner en flexibilité, mais ce qui est parfois dommage dans certaines entreprises, c'est que c'est au détriment, hem,
bah, du lien relationnel avec les collègues et cetera. Donc en fait, c'est ce risque-là qu'il faut prendre en main finalement et réussir à créer des rituels, à créer des moments pour que ce soit, vite compensé et qu'on n'ait pas la sensation de se dire, heu, «Ah, j'ai dû faire un choix entre, flexibilité et sentiment d'appartenance». En fait, les 2 sont possibles si c'est bien mené, en fait. Exactement. À chaque fois qu'on a un nouvel employé, qui, rejoint l'équipe, on a vraiment une politique, ouverte et on lui dit vraiment: «N'hésite surtout pas à faire un huddle», pour les personnes qui utilisent Slack connaîtront le huddle ou tout simplement, l'outil que vous utilisez, n'hésite vraiment pas à contacter cette personne, même si c'est un autre département. Même Alex Boisise, le Mmh. fondateur de Deal, on peut le joindre rapidement. Quand on est en remote, la vraie importance, c'est vraiment, s'assurer que les personnes n'ont pas peur d'aller, parler, d'aller demander de l'aide, même virtuelle. Et pour être, totalement franc, une anecdote sympa, j'ai travaillé avec une personne au quotidien pendant 3 ans, que je n'avais jamais vue. On est devenus amis et la première fois qu'on s'est vus, en fait, on avait l'impression qu'on se connaissait depuis 3 ans. Hem, donc vraiment, il y a pas de sujet. Je pense que les gamers, par Mmh exemple, qui connaissent ça, ça peut être la même chose lorsqu'on joue aux jeux vidéo. On peut Mmh. créer du lien sans se voir en physique, c'est tout à fait possible. Mmh. Et Pour ouais, on est pour ce dans que une nouvelle Caroline, ère. exactement, tout à fait et autant en profiter. Pour la barrière de la langue, c'est vraiment un sujet. Je pense que, bon, malheureusement, le français n'est pas la langue internationale, ça va être l'anglais. Il va falloir privilégier l'anglais. Alors effectivement, si on se développe à l'international, il va falloir faire un choix. Je pense que les personnes qu'on recrute, il faut qu'ils parlent, anglais, un minimum, hem et heu et simplifier le langage. Tout doit être en anglais, les documents internes, les guides produits, les documents d'onboarding, Mmh. puisqu'il faut qu'ils soient identiques pour tous et il faut que tout le monde, voilà, puisse avoir le même langage et un langage simple. Ça veut dire que si on a une personne, par exemple, américaine et une personne, indienne ou française qui ont pas le même niveau d'anglais, il faut demander à la personne qui est américaine ou anglais natif de simplifier son langage, pour éviter par exemple les malentendus. Mmh. Ouais, très clair et avant de basculer vers, l'onboarding, juste pour rebondir sur ce que disait, Clélia par rapport aux différences culturelles, très rapidement, Ouais. ça rejoint, la différence linguistique, mais même sur l'aspect plutôt culturel, tu avais peut-être des bonnes pratiques à nous partager aussi sur ça? Ouais, complètement. Alors, encore une fois, on est 3000 employés, enfin 4000 employés maintenant dans le monde entier, et on a quelque chose qui fonctionne très bien. Je pense que toutes les entreprises ont un format de monthly call où toute l'entreprise rejoint un call d'une heure, par exemple. Et à la fin de cet appel, on a 15 minutes ou 30 minutes, qui est, sur lequel, une des personnes va pouvoir, en fait, exposer, son pays, sa culture. Ah ouais, sympa ça. Et ça, ouais, ça promue vraiment l'échange entre ces personnes-là. Ça peut même créer ensuite des discussions. «Tiens, j'ai vu que, au Mexique, on fait ça, c'est super intéressant. Bah, tiens, vu que je suis en remote, je vais peut-être venir, te voir», et vraiment ça fonctionne bien. Moi, j'ai appris un tas de choses, grâce à ça. Ça a rattrapé Mmh. mes lacunes en géographie, Ouais, tu un gros enrichissement, même, sur la complètement. culture géographique et alors, du coup, il y a un défi, sous-jacent pour les RH, parce que bon, un onboarding déjà en temps normal, c'est quelque chose de costaud, hein, à prendre en main, mais alors là encore plus, avec les distances géographiques, comment on répond à ce défi-là, pour le coup? Ouais, complètement. Alors, je pense que déjà, pré-onboarding, lors du recrutement, il faut vraiment, mettre en valeur le fait que ça va être un travail en remote. Et si c'est une personne qui a vraiment besoin d'être, en physique, qui ressent le besoin d'être, autour des équipes au quotidien, physiquement, ça sera pas ça va pas coller. Alors, pour le coup, je vous rassure, généralement 99 des personnes, heu, ils préfèrent en fait être remote parce que pour le côté, vie professionnelle, vie perso. Cela étant dit, Mmh. effectivement, un onboarding, que ça soit, en ligne, à distance, international ou non, il faut le préparer. Et Hem, oui. donc effectivement, déjà, je pense qu'il va falloir, avant l'arrivée du collaborateur, se préparer une checklist avec, la timeline de l'onboarding. Par exemple, le premier jour, il faut que tu set up les outils de l'entreprise, il faut que tu crées ta signature email, tu lui envoies un Slack. Alors je cite Slack, hein, mais on peut remplacer par tout autre outil. Il y en a d'autres, il y en Heu, a d'autres. voilà, complètement. On va envoyer un Slack, sur le groupe pour se présenter, hem et voilà, connaître, la personne, et soit ouvert à échanger, à faire
un petit one-on-one avec chacun des membres de l'équipe. Heu, Mettre à plat tous les guides produits, la culture de l'entreprise, les règles de l'entreprise, pour que ça soit, prêt le jour 1. Donc le Mmh. jour 1, lorsque le collaborateur arrive, il faut que cette personne-là ait déjà tout le matériel, qu'il ait déjà accès aux outils, aux documents d'intégration. Petit point sur le matériel, ça paraît simple, mais ça peut être compliqué et coûteux, et si c'est la RH qui s'occupe de là ou le RH qui s'occupe d'envoyer l'équipement, ça peut prendre du temps, surtout si c'est, très loin. Donc il y a 2 solutions, soit on demande à la personne sur place d'acheter son ordinateur et on le Mmh. rembourse, soit on l'envoie, mais encore une fois ça coûte de l'argent, ou alors Mmh. on peut utiliser des outils comme, Authy, qu'on vient de racheter, chez Dell, et ça permet en fait de gérer la flotte, informatique en quelques clics. Gestion de l'envoi d'un ordinateur sur place, remplacement en 24 heures en cas de perte ou de vol, gestion IT. Il y a vraiment plein d'outils qu'on peut utiliser. Alors je parle d'Aufy, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, et ça permet vraiment D'accord. vraiment de simplifier les choses. Ouais. OK. Ouais, c'est vrai que c'est des points auxquels on pense pas forcément, en fait. C'est de la logistique, mais ça paraît évident quand on est en présentiel, mais en fait, en remote, c'est toute une organisation. Et alors, il y a Thomas, qui demande, peut-être en complément de ce que tu nous dis, Norman, Ouais. est-ce qu'il faut mettre un checkpoint par jour entre le nouvel employé à distance et le manager, ou plutôt un par semaine? Enfin, voilà, quelle fréquence, définir? Alors, en tout cas, ce que je peux conseiller vivement, c'est vraiment, je dirais même 2 par jour. Ça a pas besoin d'être long, surtout au début. 1 le matin pour être sûr que cette personne, comprenne, les objectifs de la journée, et un à la fin de la journée pour en fait répondre aux questions. Mmh. Les questions sont chaudes dans la tête de l'employé qui vient de rejoindre. On sait très bien, on a tous rejoint une entreprise, et au début, il y a tellement de questions, tellement de choses à faire qu'en fait, il faut adresser ces questions très rapidement. Donc je conseille de faire un call, à la fin de la journée, et à la rigueur, si c'est un call qui doit, être de 5 minutes, parfait, ça sera 5 minutes. Donc je pense Mmh. que les 1 semaines, les 2-3 premières semaines, je conseille deux appels par jour. Et Mais ensuite ça effectivement, paraît s'adapter. peut-être beaucoup, mais moi, d'expérience, pour l'avoir vécu, un onboarding en plein covid ou 100 remote, Ouais, en 2020, j'ai des flashbacks là qui me reviennent de mon onboarding, où j'avais des moments de solitude seule face à mon PC, par moment à me dire: «Ah mince, du coup, là, quel outil je dois utiliser pour ça, pour ça, pour ça?» exactement. Et je me sentais tellement, en fait, il y avait tellement ce sentiment de solitude. Et je peux dire que deux points par jour, c'était vraiment pas du luxe, hein, parce que, heu, après ça dépend aussi des personnes, mais dans mon cas, je sens que je pense que j'en avais besoin, et en même temps, je me dis peut-être qu'aujourd'hui, avec davantage d'expérience, je pense que 2 ça serait trop, et je pense que peut-être la question aussi, c'est se dire finalement, est-ce qu'on devrait pas, en tant que manager, peut-être demander aux salariés, dire: «Écoute, moi je te suggère qu'on fasse un point par jour, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il te faudrait plus, moins?» Et puis on adapte aussi en fonction, de la personne. Je sais pas ce que tu Ouais. en penses? Ouais, encore une fois, je pense qu'il y a pas besoin de faire des appels de 30 minutes, mettre un petit call de 5 minutes, Ouais. ce matin: «Tiens, tu te sens bien? Voilà le call d'aujourd'hui. Mmh. Si tu as aucun, sache que même si tu me vois pas, tu fais partie de l'équipe, tu es là. Si tu as besoin d'aide dans la journée, n'hésite pas à m'appeler», et ensuite à la fin de la journée pour répondre aux questions. Mais encore une fois, ça peut être un appel de 5 minutes, et 5 minutes, c'est pas long dans une journée. Mmh. Mmh. Deuxièmement, il y a aussi le côté, manager, mais on peut aussi mettre en place un système de buddy, pour que la Mmh. personne puisse aussi échanger avec d'autres membres de l'équipe et créer du lien sans que ça passe par le manager. Et Mmh. aussi évidemment, si vous utilisez un outil comme Slack, d'échange, virtuel, on peut aussi, et si vous avez plusieurs, recrutements dans le même mois, faire un groupe en fait, de la promo du mois, pour que ces personnes-là puissent échanger ensemble. Ouais. Parfait. Abdallah vient de nous rejoindre, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: «Je suis avec du 4C, conformité, clarification, culture, connexion». Ça, c'est bien résumé ça. C'est bien résumé, C'est et complètement. justement, on va venir au sujet de la conformité, parce que c'est un gros sujet, et moi, j'avoue que pourtant j'ai beaucoup travaillé à l'international, mais c'est des questions que je me suis tellement jamais posées, parce que j'étais dans la posture du salarié, j'étais pas dans la posture du RH. Moi, j'étais recruteuse et j'avais, ma manager qui gérait tout, l'équipe RH au-dessus. J'ai jamais réalisé à quel point, il y avait un gros sujet, sur la conformité. Et je l'ai réalisé en préparant le webinaire avec Deal. En fait, c'est vraiment un gros dossier, quoi, le sujet de la conformité. Je pense qu'on s'en rend vraiment pas compte du tout, et je pense à des RH
qui demain se retrouve à devoir gérer une équipe internationale, et j'imagine la détresse que ça peut être quand on n'a pas toutes les clés. Et d'ailleurs, je vous pose la question avant que Norman nous apporte, ses éclairages. Parmi vous là qui nous écoutez aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes qui gèrent des équipes à l'international? Ou est-ce que vous allez bientôt être amenés à gérer des équipes à l'international? Je serais curieuse de voir un petit peu où vous en êtes par rapport au sujet du jour. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes là aujourd'hui par curiosité? Est-ce que vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez, des inquiétudes? Bah, je vous laisse, nous dire ça dans le chat et en parallèle, je te demande Norman, bah, du coup, quels sont ces fameux enjeux à prendre en considération? Et Thomas qui me dit: «C'est déjà le cas». Oui, lui, il gère déjà des équipes internationales. Donc je te laisse nous dire Norman. Ouais, donc en termes d'enjeux, je dirais, les enjeux, et anticiper la conformité de l'équipe à l'international, je pense qu'en en amont, il faut effectivement, choisir dans quel pays on va se lancer ou en fait, tout simplement, si on va recruter des employés, en remote, pour, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, en fait, recruter une personne à l'international. Ça peut être, l'ouverture d'un marché, ça peut être aussi, potentiellement le coût, du travail qui est un peu plus faible ailleurs, surtout quand on est en France. Mmh. Il y a aussi parfois des talents qui sont durs à recruter en local. Hem, donc effectivement, en termes de risques, il y en a plusieurs. Si c'est un employé, ça va être un risque, enfin si c'est un freelance, pardon, il peut avoir des risques de requalification. Il y a certains pays dans lesquels les risques de requalification sont plus élevés. Mmh. D'ailleurs, pour info, il y a une étude qui a été faite, par Deloitte en 2021 et il y a 30 des entreprises à l'international qui ont eu des cas de requalification. Donc, il faut vraiment pas le prendre à la légère. Ça touche Mmh. aussi des petites structures. On a tendance à penser qu'il y a que les grosses structures, qui sont en risque de requalification, mais c'est parce que c'est les seules qu'on voit, dans les news, puisque ça c'est une plus grosse entreprise et on va Mmh. pas parler de la petite start-up qui a eu un risque de requalification, mais je peux vous Mmh. assurer sur les 30 000 clients qu'on a, ça arrive très souvent. Donc il faut vraiment s'en assurer avant. Heu, à ce moment-là, en termes de conformité, il faut évidemment se rendre compte que dans chaque pays, il y a des lois de travail différentes, même en Europe. Il y a des grosses différences en termes d'heures de travail, de congés, de droits. Donc il faut vraiment s'assurer, que les contrats et que la politique en fait de l'entreprise, soient conformes. Alors pour qu'on s'assure de ça, il faut soit, s'entourer d'un partenaire local, d'un HR local, en freelance, par exemple en part-time pour les plus petites structures ou par exemple utiliser des structures comme Deal, qui vont en fait, pouvoir, avec vous, vous accompagner, faire un audit et vous assurer que, l vous êtes conforme et vous proposer des solutions, pour de façon conforme vous lancer dans XY, pays. Hem, Mmh mh. il y a effectivement d'autres sujets importants, en termes d'anticipation des risques de non-conformité. C'est la gestion tout simplement au quotidien, du contrat, des rémunérations et des avantages sociaux lorsqu'on crée un contrat Et avec oui. un employé ou un freelance. Il y a des normes, locales, mais il y a aussi, le package qui doit s'adapter aux attentes, en fait, locales. Puisque si on veut recruter la meilleure personne, faut que le package soit compétitif. On a peut-être pas tendance à se rendre compte que même dans des pays européens, parfois, il y a certains pays où le plan de pension, est absolument important et si on ne l'a pas, en fait, il y a personne qui joindra Mmh. notre entreprise. Ah Mais oui, ça c'est vrai peut qu'on être n'y aussi pense pas. Parce qu'il y a l'aspect légal certes, mais il y a l'aspect aussi, le marché local et heu, je sais pas les attentes, côté, candidat, si on est amené à recruter et puis, les habitudes, locales aussi. exactement. C'est vrai que ça, c'est des paramètres auxquels on pense pas forcément alors que, bah, ouais, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a vraiment plein de sujets, transverses et tu vois, pour, rebondir sur ce que tu disais, parce qu'on a quand même pas mal de personnes, je vois dans l'audience, qui disent, qu'elles sont déjà amenées à gérer des équipes internationales, sauf Anissa qui nous dit: «Non, mais c'est l'avenir», et alors on a quelques précisions, tu vois? Et c'est là que je me dis: «Tiens, ça serait curieux de savoir, s'il y a des selon les pays, les différences», mais tu vois, José, par exemple, il gère 30 personnes au Sénégal, 20 au OK, Maroc, 12 en Guinée, sur des sites différents. Donc déjà, il a 3, ça veut dire que là, il jongle déjà avec 3 cadres légaux différents en fonction des pays.
Et puis je vois Caroline qui nous dit: «Alors je suis HR manager pour 3 pays», donc elle pareil, elle jongle entre 3, France, Belgique et République tchèque, et j'ai des managers basés dans plusieurs pays, USA, Inde, Europe. Donc elle, elle est partout. Donc là on est quand même sur des cas où, là les défis, plus tu as de pays différents, plus c'est, challengeant là, j'imagine? Alors, c'est challengeant s'il y a un RH, un ou une RH en France qui doit gérer toute la complexité par pays, qui est tout à fait infaisable, hein, seul. Hem Mmh. et effectivement, c'est pour ça que mais pour le coup, il y a plein d'outils, hein. Alors je parle de Deal évidemment parce que j'y travaille, mais Et que tu connais? effectivement, voilà, mais nous, on est présent dans 180 pays dans le monde. On a, un payroll manager dans chaque pays, un legal D'accord. advisor ou un avocat, et un RH dans chaque pays qui va pouvoir, en fait, en amont de votre recrutement, hem, vous proposer des solutions et comprendre quel est Mmh. l'objectif déjà du recrutement et vous proposer des solutions pour aujourd'hui, mais aussi pour demain lorsque vous allez vous développer. Il y a une Ouais, grosse différence entre recruter une personne, parce que, par exemple en République tchèque, pour reprendre Caroline, ouais. parce que, cette personne habite là-bas, mais ne va pas marcher spécifiquement travailler sur le marché de la République tchèque. Mmh. Ou alors, par Mmh. exemple, heu, comme José, recruter des personnes au Sénégal ou au Maroc et développer une vraie équipe. Le Aujourd'hui, le travail, à l'international peut être, flexible. On va commencer, par exemple, potentiellement avec un freelance, ensuite un employé, porté ou non, par exemple, avec Deal, Mmh mh. et Mmh. ensuite on va, créer une structure, et il faut choisir un outil, de payroll qui va pouvoir, être, adapté et flexible sur notre stack, de RH qu'on a déjà. Hem Mmh. pour répondre à la question, De Anaïs, de Thomas? de de Thomas, alors Ouais, oui, effectivement, il y a des pays qui sont plus complexes. Clairement, les pays, européens, western européens, je vais d'accord. citer la Belgique, la France, l'Allemagne, clairement plus complexes. Il y a les États-Unis aussi, où c'est pas spécifiquement, complexe, mais en fait, il y a tellement d'États qu'il peut avoir des différences. Eh oui. Le vrai avantage, c'est que même si ce pays est complexe, il y a vraiment des outils aujourd'hui qui permettent d'externaliser et en fait de faire confiance à ces personnes qui s'y connaissent, pour lesquelles c'est vraiment leur business model, leur quotidien, pour que, Thomas, par exemple, tu puisses te focus sur, évidemment ton cœur de métier. Hem et généralement, plus les pays sont complexes, plus effectivement il y a potentiellement, un avantage, parce que le marché est gros, parce que le business peut être plus gros, ou parce que les talents, sont meilleurs. Il ne faut pas avoir peur de ces Et pays-là. mmh. Et alors les conséquences de non-conformité, tu citais tout à l'heure, la requalification. Est-ce que tu penses à d'autres points, qu'on n'aurait pas encore cités, que tu aurais pas encore cités? Alors, en tous les cas, en termes de RH seulement, hein, parce qu'évidemment, Oui, il peut y avoir des oui, il y a conséquences d'autres, fiscales, mais pour le coup, j'imagine. c'est pas du tout mon, c'est bien au-dessus de mes connaissances. Mais il y en a, clairement. Il y a aussi des avantages fiscaux qu'on peut avoir en amont, avant de se lancer dans un pays. Mmh. Hem, mais effectivement, en termes de risques et de conséquences, au-delà de la requalification qui peut être affreusement coûteuse, on peut aussi être amené à ne plus pouvoir travailler, dans ce pays-là, ne plus faire du business, que ça soit, pour une durée déterminée ou non. Il peut aussi avoir, une conséquence sur, bah, la culture d'entreprise, hein. Si on se rend compte que, les contrats sont pas légaux, bah, effectivement, potentiellement, d'autres employés vont pouvoir, se poser la question Mmh. du sérieux de l'entreprise. Hem, il y a aussi évidemment, comment dire? L'entreprise peut ensuite avoir des conséquences, sur son image, et ça peut être compliqué ensuite de recruter, des personnes, dans le même pays. Donc ça peut nuire à l'image. Je pense qu'il faut se former en amont et Ouais, s'informer. c'est ce que j'allais te demander. C'est comment on évite ça? En fait, là, c'est la formation, c'est, Ouais, la veille, c'est l'accompagnement, c'est les 3. En fait, c'est même les si, 3. donc généralement dans une petite, alors je vais parler de petites structures, jusqu'à 200 employés, parce que je pense que c'est plus, ce qu'on a aujourd'hui en termes en termes d'attendees. Mais effectivement, il faut en amont, même si on s'accompagne d'une personne sur place qui connaît la loi dans le pays, il va falloir se former un petit peu pour comprendre un peu les enjeux et les Mmh. objectifs et les contraintes de ce pays-là et de tous les pays dans lesquels on est présent. Et rester, s'informer, rester faire une veille effectivement de la loi dans ces pays-là. Il y a pas mal d'outils qui existent, dont Deal effectivement, on va pouvoir
vous envoyer des alertes sur, le changement de loi. Et il y a aussi effectivement des appels que vous pouvez faire avec nos responsables, légaux, dans tous les pays dans lesquels vous êtes présents. Pour rester là-dessus, Anaïs, on a aussi une Ouais. formation qu'on vient de sortir, une formation gratuite. Ah C'est d'accord. c'est un crash course, hein, qui va permettre en fait un cours d'initiation, qui va permettre de comprendre un peu les tenants et aboutissants de la gestion d'équipe à l'international. Donc Mmh. j'enverrai le lien, je peux l'envoyer d'ailleurs effectivement, directement ici. Ouais, je veux bien, parce que c'est tu vois, ça, je le savais pas, mais c'est intéressant. Ça veut dire que vous couvrez les 3 aspects nécessaires à prendre en main une équipe internationale. C'est-à-dire vous couvrez donc sur l'accompagnement, au quotidien, vous faites de la veille et vous, rediffusez les actualités importantes, liées aux conformités et cetera, et vous, du coup, dernièrement, là, vous avez, lancé cette formation, parce que je pense qu'effectivement, c'est important de se former. On peut pas juste déléguer, se dire: «C'est bon, j'ai Deal qui s'en occupe, j'ai une entité qui s'en Complètement. occupe». C'est important en tant qu'RH aussi d'avoir au moins les bases et les fondamentaux, de ces sujets-là, parce qu'on s'en rend compte là. Ça fait une demi heure maintenant qu'on échange sur ça, et je trouve que c'est assez conséquent, hein, tout ce à quoi il faut penser pour être dans les clous. Ne serait-ce que pour être dans les clous, on parle même pas de l'aspect, culturel et cetera, communication, rien que sur l'aspect, légal. Oui, bonjour Oléba, depuis le Congo, bah, merci, on a des personnes du monde entier, c'est trop chouette. Hem, Abdallah, sur la question par rapport aux différences culturelles, et la langue, on l'a évoqué justement un peu plus tôt dans le webinar. Je ne sais pas si vous êtes arrivé entre-temps. Peut-être qu'on refera un petit topo à la fin. En conclusion, on reviendra sur ce sujet-là. Si, on avance sur, tout ce qui va être, bah, les coûts, parce que c'est pareil, on n'y pense pas, mais il y a aussi cette dimension-là. L'optimisation des coûts, comment évaluer, le rapport coût-efficacité, les différents modes de travail aussi, salariés, plein temps, indépendants, et dans ce Ouais. contexte international, qu'est-ce que tu peux nous partager sur ce sujet? Ouais, donc on a rencontré au début de notre aventure, chez Deal, on a rencontré beaucoup de jeunes entreprises qui se sont développées dans plusieurs pays dans le monde, européens ou pas, et qui ont choisi, de créer une entreprise directement pour recruter 1, 2, 3 employés, tester le marché. Créer une entreprise, ça coûte cher. Ça c'est intéressant si on veut se développer de façon pérenne, mais je pense qu'il faut d'abord tester un marché ou, recruter par exemple une personne dans un pays, parce qu'elle habite là-bas et que c'est un talent super. On n'a pas besoin de créer une entreprise. Il y a plein de solutions. Alors effectivement, ça peut être un freelance, ça peut être un Mmh. employé porté, ça peut être un expatrié et cetera. Il y a plein de solutions autres que créer une entreprise qui est très coûteuse. Comme je le disais avant, Anaïs, il y a pas mal d'étapes. Aujourd'hui, on a la chance effectivement d'avoir des outils comme Deal qui permettent de se développer en fonction de l'étape dans laquelle on est, en termes de développement dans ce pays-là. Donc, ça peut commencer encore une fois par un freelance, ensuite un employé porté, ensuite monter une structure et commencer à recruter des employés et le faire soi-même, avec un outil de payroll, avec des benefits, qu'on doit mettre en place. Parce qu'évidemment, si on monte une structure, il y a tout un tas de choses qu'on doit prendre en charge. Hem et effectivement, ça, c'est vraiment, en amont de se lancer, ou de recruter, il faut savoir pourquoi on le fait et quel est l'objectif long terme dans ce pays-là. Mmh. Entre le coût efficacité, comme tu disais, d'un employé et d'un freelance, bah, il faut définir les coûts. Déjà, un freelance, c'est quoi? C'est des honoraires, des frais de gestion, c'est généralement un peu moins cher qu'un employé, en full-time employé, sur laquelle il y a un salaire, des charges sociales, une assurance, des congés payés, formation, équipement et cetera et cetera. Sur la base uniquement d'un coût, on pourrait rapidement se dire que, bah, un freelance, ça coûte moins cher, même si c'est un employé, même si c'est en plein temps, pardon, car il y a pas de charge patronale, il y a pas de contraintes, on peut terminer le contrat quand on veut, il y a pas d'indemnité et cetera. Mais Mmh. comme on l'a vu avant, il y a plein de risques, requalification, mais aussi engagement. Ouais, ouais. Mmh mh. Sur l'engagement, par exemple, évidemment, Anaïs, si tu es freelance, tu vas pas être engagé, sur le long terme. Il y a un risque d'attrition qui est plus élevé, puisque tu vas potentiellement travailler avec d'autres clients. En tout Mmh. cas, tu as le droit, et d'ailleurs, Mmh. c'est un freelance est censé travailler pour plusieurs personnes. Hem Il y a aussi le côté, copyright, ownership, usage right, en termes de coûts, ça peut effectivement, être un boomerang, hein. Si on recrute un freelance qui va travailler pour vous, sur par exemple sur la tech, un développeur informatique, mais ensuite, c'est un freelance et ensuite on se rend compte que tout ce qu'il a créé,
va revenir en fait à ce freelance en termes de droits, ça peut effectivement, coûter plus cher. On l'a vu plusieurs fois, même si dans le Ouais, contrat, on c'est y écrit que les on y pense même pas, enfin, ça me exactement, viendrait même pas à l'idée de penser à ça, c'est dingue et ouais. exactement. Mmh. Donc il y a Ouais effectivement plein de choses à prendre en compte, avant de se lancer à l'international. et alors il y a Thomas qui demande, à quel moment, selon toi, il est intéressant de créer une structure, entité dans un pays? Quel est Ouais. l'indicateur qui nous dit: «Voilà, il faut passer le cap»? Alors ça dépend des pays, parce qu'il y a Et des ouais. pays dans lesquels, monter une structure, c'est plus cher que dans l'autre. Mmh. Ça va être compliqué de répondre, mais effectivement, je peux, Thomas, si, je vais pouvoir vous envoyer, si vous voulez, un document. On a en fait un un document dans lequel vous pouvez, dire combien d'employés vous avez, dans quel pays et en fait, on va pouvoir vous dire, bah, effectivement, dans ce pays-là, à partir de X employés, enfin X employés Ah! Trop portés bien en ça! IOR ou, X freelance, c'est intéressant de monter une structure. Après Un effectivement, genre de si vous avez simulateur, comme un simulateur? exactement, exactement. Après si vous avez vocation à facturer et avoir une adresse, locale dans le pays pour faire des facturations avec des clients, heu, dès le jour 1, ça peut être intéressant effectivement de monter une Mmh. structure. Il y a Ouais, Clélia complètement. qui nous demande aussi le document, si possible. Ouais, Et c'est et alors, ce sera pour moi. si on parle, allez, d'un sujet, important, l'argent. Ouais. L'argent. Allez, c'est quand même un point important parce que, si on parle, tu vois, en termes de différence de rémunération, de Mmh. devises, c'est pareil, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à connaître sur cet aspect-là? En termes de rémunération, oui. Alors effectivement, il faut, je pense, avoir une structure internationale. Ça veut dire qu'il faut avoir des employés avec des niveaux de enfin des coûts de la vie, différentes. Il faut être affreusement transparent là-dessus et vraiment, indiquer que le niveau, de rémunération va pas être basé sur le salaire, mais sur la localisation et ça fait sens. Alors il peut avoir des i ça peut être un peu lissé, mais il y aura automatiquement des différences et évidemment, une personne qui est située, dans un pays dans lequel le coût de la vie est plus faible, que dans un autre, même à poste égal, il peut avoir des différences de salaire et si on est transparent, Ouais, elles se comprennent toujours. OK, très clair. Je pense que c'est très clair et sur plus globalement sur le sujet, d'optimisation des coûts, est-ce qu'il y a d'autres points qui te paraissent, essentiels, à aborder, sur ce Ouais, chapitre? complètement. Donc évidemment, plus on se Ouais. développe dans des pays différents, plus on va avoir tendance à avoir des outils, qui vont devoir être achetés, pour faire la paye, pour, le SIRH, pour, Mmh. tout un tas de choses et donc effectivement, l'intérêt, c'est d'essayer de trouver une structure, enfin un outil, global, donc un seul outil plutôt que multiplier les outils, dans X, Y pays. Déjà en termes de gain de temps et le gain de temps, c'est de l'argent économisé, hein, surtout pour le RH. Et deuxièmement, plus on utilise une seule structure, plus évidemment on devient un gros client pour cette structure et donc plus on Mmh. arrive à négocier des coûts, plus bas. Hem, il y a pas mal de SIRH aujourd'hui qui existent, qui gèrent, le côté international, des outils de payroll un peu global qui vont Mmh. permettre de le faire ou par exemple en termes de portage salarial, on n'a pas besoin d'aller chercher un outil local, mais tout simplement un outil justement qui permet de gérer ça à l'international et effectivement les coûts peuvent être conséquents. Oui et puis je pense que ça enlève aussi une part de charge mentale au RH parce Complètement. que quand tu te retrouves à devoir, bah, gérer, des outils différents dans chaque pays, enfin je pense à notre audience là, parmi vous, il y avait des personnes qui avaient 3 pays, à gérer, s'il faut un outil différent pour chaque pays, j'imagine, le casse-tête. Je crois que c'était, Clélia et alors j'ai oublié qui c'était l'autre personne, mais je vous pose d'ailleurs la question, c'est comment vous gérez vos 3 pays l'un et l'autre? Vous étiez 2 tout à l'heure, j'essaie de retrouver le message. C'était voilà, José, Sénégal, Maroc, Guinée et puis, non, c'était Caroline, pardon, France, Belgique et République tchèque, plus les managers qui sont aux États-Unis, Inde et Europe. Bah, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien, si vous êtes encore là et si vous m'entendez, si vous voulez bien nous répondre, je serais curieuse de savoir comment aujourd'hui vous gérez la partie outils, comment vous êtes équipés, est-ce que c'est pas trop un casse-tête? Est-ce que c'est facilité parce que vous avez déjà un outil qui vous permet d'uniformiser tout ça? Caroline a dit: «Non, on a des logiciels globaux». OK, très bien
Du coup, Norman, a mis le lien vers le calculateur du coût de création d'identité, en opposition au portage ou freelance. Donc ça, super intéressant, super ressource. Merci à toi, Norman. OK, je sais pas s'il y avait d'autres points que tu voulais aborder avant qu'on vienne aux quelques questions-réponses? Heu, Juste Caroline qui ajoute: «Et un prestataire de paye pour tous les pays». OK, Parfait, c'est conseillé, tout à fait, on est sur le bon complètement. combo. On est sur le bon combo, ouais, combo gagnant. Hem, en bazar, Anaïs, je pense que je peux redire un certain point que j'ai pas pu aborder. Vas-y. On peut revenir déjà sur la première. Hem, En termes de défi RH, je pense que quand on a une équipe internationale, ce que j'ai pas pu dire tout à l'heure et que je conseille vivement, c'est d'éviter le micromanagement. Et en fait, Ouais. pour ça, il faut se préparer en amont. En fait, le micromanagement, c'est simplement de la laziness, des managers qui n'ont pas mis en place en amont des KPI qui vont permettre de s'assurer que le travail est fait. Une Mmh. personne va peut être flexible dans son temps de travail, travailler 2 heures aujourd'hui et 10 heures demain. Tant que le travail est fait, c'est vraiment le principal. Je déconseille d'avoir des outils de tracking du nombre de clics, par minute ou du nombre de parce que dans tous les cas, pour chaque outil, il y a une technique pour contrer et mentir sur le nombre de clics et je pense que le C'est ça vrai, ça ça existe, ouais. c'est une guerre en fait qui est pas productive et ça va pas là au bon endroit. La vraie chance qu'on a en termes de remote, c'est de laisser de la flexibilité et si on perd ça, en fait, il y a plus d'avantage au remote. Donc Mmh. pour laisser de la flexibilité et du coup, vraiment, rendre le travail intéressant pour l'employé, simplement mettez en place des KPI, qui sont, clairs, qui permettent de s'assurer que la personne, fait son travail et évidemment vous aurez une attrition très, très faible, en mettant ça en place. Mais ça, c'est un vrai changement d'état d'esprit parce que ça demande pour le manager, si c'est pas déjà son mindset comme on dit, si c'est pas déjà son état d'esprit, ça demande de basculer vers ça demande d'être plus orienté résultat, que, Complètement. temps et ça, je pense, c'est encore compliqué. Il y a i c'est pas forcément aujourd'hui, la norme, ça prend du temps encore. Enfin, moi, je te le dis parce que je l'ai vu, enfin, j'ai rarement vu malheureusement eu des boîtes où on bossait au résultat et je l'ai vécu moi, hein, le manager qui appelle, tout toutes les heures, «Tu es où? Tu as vu combien de candidats?» Machin ou qui m'appelait à 9 heures pour vérifier si j'étais connectée, hem, bah, là, je me dis, moi, dans mon cas, j'aurais tellement préféré que, elle me fasse un point en fin de semaine et qu'elle me dise: «OK, tu en es où en termes de résultats?» «OK», mais après, que j'ai embauché à 9 heures ou à 11 heures, finalement, est-ce que ça a une grosse conséquence? Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, moi, j'ai un ami, développeur, sa boîte imposait, qu'il se connecte, à telle heure chaque matin et il devait, mettre sa caméra. Il avait un dispositif de caméra qui je sais pas si ça existe toujours ça, c'était il y a 10 ans, mais la caméra s'activait, tous les matins à 9 heures et checker s'il était devant son PC chez lui, tu vois? Je sais même Je pas si pense que c'est déjà il y a légal ça. ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est un sujet déjà légal. Mais c'est encore une fois ce et effectivement, comme Céline le dit, il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui pensent qu'en télétravail, on travaille moins. Ouais, c'est ce Pour que dit avoir, Céline, ouais. travaillé, en amont, dans des bureaux, je peux vous dire que c'est pas parce qu'on est sur un siège du bureau, devant son ordinateur qu'on travaille. Potentiellement, on est en train C'est de faire vrai. autre chose, regarder YouTube ou jouer à des jeux en ligne, ou discuter avec, des collègues. Mmh. Donc effectivement, au contraire, je pense qu'on est plus, on arrive à travailler de façon, plus calme, plus sereine. On a un équilibre, encore une fois, de vie de famille qui est plus intéressante et du coup, ça nous rend heureux et ça nous donne envie de tout donner pour l'entreprise. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Dès que tu as la confiance, en fait, ce lien de confiance, cet octroi de la liberté, de la flexibilité, ça peut être tellement, ouais, ça peut tellement permettre à la personne de se révéler, d'être encore plus performante. Enfin, il y a tout à y gagner, en fin de compte. Est-ce qu'il y a Complètement. des questions que vous voudrez nous partager, voilà, dans l'audience? Tout à l'heure, il y a Abdallah qui redemandait, sur le sujet de la culturalité et de la langue, comment gérer ça? Alors on l'avait abordé, je ne sais pas si tu voulais en remettre une petite couche, Norman, sur, tu vois, comment gérer les différences culturelles, par exemple la langue?
Ouais, Peut-être alors dans en tous les cas, récap? déjà, la différence culturelle, c'est une chance. Ça permet Mmh. effectivement à tout le monde de découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles cultures. Il faut l'embrasser, hein, plutôt qu'essayer de le lisser. Hem En termes de culture, mettre une seule et même, langue, heu, l'anglais, même si c'est, une personne à un niveau, moyen d'anglais, ça suffit pour un certain nombre de choses et encore une fois avec ChatGPT ou toutes les types de traductions, c'est très simple effectivement de se faire comprendre. Il y a quand même un niveau minimum, hein, je pense que c'est le cas. Si une personne ne parle pas anglais, simplement, ça va être compliqué de travailler dans un environnement international. Heu, mais effectivement, pour embrasser cette, différence culturelle, essayer d'avoir, un langage simple et s'adapter, aux différences culturelles. Dans certains pays, on peut être un peu plus, dry, dans certains pays, on est un peu plus, folklorique. Il faut savoir effectivement, comprendre que chacun est différent et effectivement, s'assurer qu'il y a pas de voilà, de malentendus. Ouais. Hem, Essayer comme je le disais, de faire des monthly calls, avec, les employés et présenter, par exemple, un employé, sa culture, son pays et cetera. C'est vachement sympa. Mmh. Mmh. Mais aussi, un point qui a pas été abordé, c'est les vacances. Dans chaque pays, il y a des congés et des jours fériés différents. C'est vrai. Hem, c'est important de le savoir avant, pour s'organiser en amont, de l'absence de potentiel d'un collègue, pour pas être surpris. Eh oui. Hem, Encore une fois, il y a plein d'outils SIRH comme Deal, par exemple, qui permettent en un clic de voir, quel employé sera absent demain parce qu'il y a un jour off dans ce pays-là. Mmh. Et alors moi, si justement, je vois pas forcément des questions dans l'audience, mais moi j'ai une question un peu bonus. Ouais, C'est quoi selon toi le top 5, le top 5 des outils, voilà, auxquels tu ouais. penses, là, pour gérer une équipe à distance à l'international, si on doit en retenir 5? Ouais, complètement. Alors déjà, clairement, un outil de chat, je cite Ouais. Slack, mais voilà, il y en a plein d'autres, mais Oui, Slack, c'est après il y quand a même. Skype, Teams, ouais, il y en a plein d'autres. Alors je sais pas de Skype, je pense que Skype, c'est un petit peu, old school maintenant, mais je sais Mais pas, comment ça? Comment ça? Il y a des je gens qui utilisent encore Skype? très bien. Alors en tout cas, l'avantage enfin je travaille pas pour Slack, hein, mais l'avantage quand même de Slack, c'est que il y a pas mal de plugins, qui peuvent être utilisés, et se connecter avec pas mal de vos outils. Et même la version gratuite est très bien. Mmh. Mais c'est quand même, ça permet aussi d'avoir des échanges un peu sympas avec envoyer des memes ou des vidéos, des photos et Ouais, ça permet ouais. vraiment d'avoir ce côté, sympa, d'ambiance de bureau, qu'on peut retrouver Mmh. directement sur Mmh. Slack. Je pense que clairement c'est primordial d'avoir ce type d'outil. Deuxièmement, un enregistreur d'appels. Alors je cite Gong, qui est une entreprise américaine, mais il y en a plein des outils, français ou européens, qui permettent en fait d'enregistrer tous les appels, pas pour traquer encore une fois, on n'est pas dans le micromanagement, mais en fait tout simplement pour pouvoir les enregistrer et que tout le monde puisse travailler asynchrone et pouvoir Ah ensuite oui, échanger: «Tiens, j'ai vu que tu as dit ça, est-ce que tu as le document dont tu parlais?» et d'accord. cetera. Pour créer des Heu, replays, en fait, c'est ça? exactement, Ouais, exactement. d'accord. OK. Donc ça c'est important, que tous les appels soient enregistrés. Même en interne, alors des 101 peut-être pas, mais effectivement tous les appels un peu importants, les Mmh updates mh. de la société et cetera, c'est important qu'ils soient enregistrés. Hem, Ensuite effectivement, bon ben, je pense qu'un SIRH, international, c'est important. Pas Mmh. avoir un SIRH par pays parce que sinon en fait vous allez pas vous en sortir, surtout si vous avez vocation à vous développer à l'international. Donc je cite Deal comme SIRH, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui sont très bien. Hem, Évidemment, encore une fois, un outil de payroll global. C'est important de ne pas avoir un outil de payroll local dans lequel vous allez vous perdre avec une personne locale qui va peut-être pas, que vous n'avez pas pu vester, qui va peut-être pas faire le travail. Un outil global, ça simplifie beaucoup, beaucoup de choses puisque dans tous les pays, il y a des types de contrats différents. Par exemple, aux États-Unis, il y a le PEO qui remplace, le contrat de travail, Mmh mh. comme on l'a en France CDI et effectivement, c'est important d'avoir, voilà, un seul et même outil qui permet d'avoir un seul et même, point de contact dans l'entreprise. Mmh mh. Il m'en manque un, alors ça va dépendre un petit peu, je pense, du type de poste. Hem, mais effectivement, je pense que si vous êtes, en remote, il faut avoir une centralisation de la connaissance de l'entreprise. Donc je vais pas citer de nom, ça peut être, voilà, Google Drive, c'est gratuit. Vous mettez tous les guides de l'entreprise, la politique de l'entreprise
checking, checklist de l'onboarding et Mmh. cetera. Tout centralisé pour que ça soit, à tout le monde et encore une fois, je pense que quand on est un employé en remote, on a peut-être tendance à un peu être, la tête dans le guidon sur son job, mais c'est important aussi de que la personne voit la big picture, voit Ouais, tous bien sûr. les différentes positions, Comme un les intranet, en fait? ouais, exactement, un Ouais? intranet, ouais, exactement. Un Et intranet et ou gratuit, ou Google même Drive, un outil de gestion de projet peut permettre aussi de le faire comme, ouais, Notion ou Trello, où complètement. on peut centraliser, ouais, qui peut Complètement. faire double Notion, double il me semble usage du qu'il y a une coup. version gratuite. Encore une fois, Mmh. l'objectif, c'est pas, c'est d'économiser de l'argent, donc je cite Drive, mais la version, Notion, gratuite est très bien. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Top. Et alors, du coup, tu citais Deal, forcément, c'est ta maison, mais moi, j'ai cru comprendre au final que c'était pas enfin, il y a l'aspect CRH, mais pas que. On a évoqué tout à l'heure les points. Peut-être en conclusion, si tu veux bien un peu nous faire un récap, tu vois, à la fois de ce que fait Deal et à la fois du coup des, mmh, des aspects qu'il faut couvrir quand on est amené à gérer Ouais. une équipe internationale, tu vois? Ça permet de faire Ouais. un petit bilan un peu de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Non, non, complètement. En fait, le point intéressant de Zil, c'est qu'on a évolué nos produits en fonction des retours de nos clients. Donc en fait, on a commencé avec D'accord. un outil de freelance, conformité des freelances, dans quel pays je peux recruter un freelance, comment je le recrute, on Mmh. gère les contrats, l'envoi de l'argent parce qu'évidemment, plus on a des freelances dans des pays différents, plus il y a un sujet de devise et donc les taux de change peuvent être très élevés. Donc on a d'abord simplifié ça. Ensuite, ces clients-là nous ont demandé bah, en fait, maintenant, je veux pérenniser la relation avec ce freelance, il faut que je le recrute en employé. Comment je fais? J'ai pas envie de monter une structure, ça coûte trop cher, j'ai pas le temps, et cetera. Donc on a lancé l'IOR, le portage salarial, dans 180 pays dans le monde. On a ouvert en 3 ans 180 structures dans le monde entier, avec sur place un RH, un legal advisor, un avocat, et cetera, payroll manager. Une fois que ces clients-là sont développés avec nous dans ces pays-là, ils ont recruté 2, 3, 4 employés dans ce pays-là, ils se sont dit: «Bon, j'aimerais bien maintenant commencer peut-être à ouvrir une structure. Je sais que dans ce pays-là, c'est périn. J'ai envie de voilà d'arrêter le portage et de me structurer, de monter ma propre entité. J'ai pas envie d'arrêter Deal parce que c'est super bien passé. Comment je peux faire?» Donc on a commencé à développer un outil de payroll. Alors on a racheté un certain nombre de structures pour nous aider. Mais effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir ensuite aider le client à ouvrir une structure dans le pays, Mmh. l'aider à effectivement à potentiellement avoir des taxes fiscales, enfin des fiscal break si potentiellement dans le pays il y a des avantages. Nous, on l'a fait, on a ouvert ces pays, donc on sait tiens, si Ouais. il y a pas mal d'avantages dans certains pays, donc on l'aide ici, on l'aide à développer effectivement, la règle dans ce pays, de l'entreprise, potentiellement le guide, book, légal dans ce pays, toutes Mmh les mh. bénéfices qu'il faut avoir, le plan de pension, et cetera et on fait aussi la payroll, pour cette entreprise dans, encore une fois, 180 pays dans le monde. Donc en fait, demain, ça peut être une petite structure. J'ai eu la chance d'accompagner des structures qui se lançaient avec 10-20 employés, qui sont aujourd'hui 500 000 et en fait, ils utilisent Deal depuis le début. Ils ont maintenant des freelances sur Deal, des employés portés dans certains pays, la payroll avec Deal. Ils ont aussi le SIRH global et en fait, sur une seule et même plateforme, ils vont pouvoir avoir la vue globale des centres de coûts, Mmh. de l'évolution en fait de leur talent. Et tu disais tout à l'heure, il y a pas de limite, ça concerne pas que les grands groupes. Moi, je le sais Surtout en pas, non. plus parce que petite, anecdote, petite parenthèse anecdote, figure-toi que cette semaine, j'ai quelqu'un de mon réseau qui m'a écrit, qui m'a dit: «Ah, tu fais un webinaire avec Dee? Je les connais bien, ils nous ont accompagnés, je crois l'année dernière, quelque chose comme ça». Ça va peut-être te parler du Jumanji Studio, ça te dit quelque chose? Oui, complètement, ouais, je le connais très bien. Ouais, Marine. Je connais très Ouais. bien Marine, que j'ai déjà interviewée pour un article et elle m'a dit: «Ah, on connaît Deal et tout» et je me dis: «Tiens, c'est marrant parce que Jumanji Studio, c'est quand même une toute petite structure» et donc c'est, «drôle» entre guillemets, parce qu'on s'attend pas forcément à ce que vous accompagniez aussi des petites structures comme ça. Donc il y a vraiment pas de limite, ça concerne, tout le monde. Alors, je tiens à dire que la grande majorité de nos clients, ce sont des petites structures. Pourquoi? Parce que si on est un grand groupe, on n'a pas spécialement besoin, potentiellement, d'avoir, un prestataire puisqu'on peut créer des structures et recruter un tas de personnes, légales et cetera pour gérer ça. Alors, on a aussi des clients, de grands groupes, Hermès par exemple ou Nike, mais effectivement la plus grande majorité de nos clients qui peuvent jouir de ce qu'on propose sont des petites structures. Je dirais de Mmh. moins de 200-500 Mmh. employés, mais ça peut être même des structures de 10-20-30 employés. Mmh mh. Ouais, super intéressant.
Est-ce que tu avais d'autres points à nous partager en conclusion? Parce qu'on arrive sur la fin et moi je suis preneuse d'un mot de la fin peut-être? Ouais, complètement. Écoute, je pense que le mot de la fin, Anaïs, c'est ne pas avoir peur du remote, du télétravail, mais surtout de l'expansion à l'international. Il y a beaucoup de challenges, mais il y a aussi, beaucoup d'avantages à se développer à l'international. Les frontières sont plus faciles à effacer, surtout avec le travail virtuel, surtout pour les startups. Il y a beaucoup d'outils comme Deal, qui permettent de se développer à l'international. Et effectivement, aujourd'hui, il faut vraiment pas avoir peur de ça, faut l'embrasser et les employés, les freelances ou en tout cas vos talents, seront encore plus heureux et vous feront encore plus confiance et vraiment Mmh. il y a beaucoup d'avantages. Top. Bah, écoute, le mot de la fin, il est très clair et le message, je pense, est passé. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment à tes côtés. J'espère que c'est le cas de notre audience aussi. Moi, en tout cas. Moi, pour moi, le contrat est rempli parce que j'ai passé un bon moment. Donc moi, ça me va. Mais bon, évidemment, il y a pas que moi qui compte Pareil, là-dedans. Anaïs. Donc je vois je vois qu'il y a Thomas et Céline qui remercient et Thomas qui dit que c'était très intéressant. Donc, bah, merci à vous d'avoir été, aussi actifs. C'est aussi vous qui rendez, le webinaire, vivant. C'est parce que vous interagissez, vous posez des questions et donc c'était le but. Donc, moi, je suis contente de voir que vous avez été aussi, impliqués. Donc merci à vous. Merci Norman. Si on veut rester en contact avec toi, bah, il y a ton mail, donc n'hésitez pas à contacter Norman si vous en avez envie, si vous avez des questions. Voilà, vous pouvez vous rapprocher de Norman et de la solution Deal éventuellement. Et puis, moi, je te remercie Norman. Merci beaucoup d'avoir, Merci à passé toi, ce Anaïs. ce petit temps avec nous et on se retrouve quand nous, Culture RH? Bah, on se retrouve déjà la semaine prochaine, là, en tout le mois de septembre. On a un planning bien rempli de nouveaux webinaires. On se retrouve dès jeudi prochain. Je pense que la team Culture RH va afficher, voilà, normalement ça doit déjà s'afficher. Si vous voulez nous rejoindre, alors la semaine prochaine, qu'est-ce que c'est? C'est la paye, le sujet de la paye. On va faire, une petite, revisite de toutes les actus un peu chaudes autour de la paye. Donc si c'est un sujet qui vous intrigue et qui vous intéresse, bah, rejoignez-nous jeudi prochain. Le rendez-vous est pris pour ceux qui le souhaitent. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À nouveau, merci Norman, c'était trop chouette de t'avoir aujourd'hui. Et je te dis à bientôt et à bientôt tout le monde. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à Culture RH. Merci Norman. Bonne journée, au revoir.